Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, la démographie. Bonjour, M. Gay. Bonjour, chère madame. Les décideurs mondiaux ont-ils trouvé dans la limitation des naissances un moyen de promouvoir le développement? Mais je vous remercie, chère madame, d'abord pour le thème que vous venez de choisir, qui est un thème très important. Merci. Mais c'est un thème également qui vient à son heure parce que vous avez vu tous les débats qu'il y a eu concernant l'incidence ou pas du coronavirus sur la démographie au niveau mondial, mais surtout au niveau africain. Donc cela veut dire simplement qu'il y a des raisons vraiment de se poser ce genre de questions. Mais d'abord, il faut dire que ce n'est pas seulement le coronavirus qui a montré l'acuité du problème. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2017, déjà, le président Emmanuel Macron avait lancé vraiment une idée qui avait gêné beaucoup d'Africains à l'époque. Il disait que mais ces pays-là, avec 7 ou 8 enfants par femme, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de développement, vous ne stabilisez rien financièrement. En gros, c'est ce qu'il disait. Alors, mais ce qui avait étonné à l'époque, c'est qu'une fois qu'il l'a dit, des parlementaires de la CEDEAO ont embrêché, j'allais dire, ont suivi un tout petit peu cette déclaration-là, pour eux aussi lancer un appel à la limitation des naissances. Moi, je me rappelle à l'époque, je disais que c'était quelque chose de grave. Pourquoi grave? Parce qu'il y avait deux scénarios possibles. Ou bien le président Emmanuel Macron avait révélé beaucoup plus tôt une tendance en termes de stratégie et de politique, tendant à limiter la naissance pour les pays africains. Un agenda caché quelque part qu'il était en train de révéler au grand monde. Ou bien, je dirais simplement parce que les parlementaires de la CEDEAO, fort heureusement pas les gouvernements, ont, comme d'habitude, suivi malheureusement des solutions qui nous ont dictées d'ailleurs. Et dans tous les deux cas, c'est grave. Parce que moi, dans le premier cas déjà, moi j'ai toujours dit que la France est quelque part un pays qui tire un tout petit peu les ficelles des organisations internationales. Et c'est pourquoi j'étais conscient que vraiment que les deux scénarios étaient effectivement possibles. Et vous savez que la France avait même lancé ce débat également. Parce que vous vous rappelez de Emmanuel Valls. Voilà, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en France, sous François Hollande, il avait également jeté cette idée consistant à dire que du fait de cette forte progression démographique dans les couches des émigrés, la France pouvait revoir effectivement sa politique en matière au plan migratoire, justement pour essayer de voir comment contenir un peu cette marée humaine. Donc, c'est tout ceci pour dire que vraiment, comme pour répondre à votre question, que cette volonté d'inscrire le développement sous l'aune de la démographie peut être vraiment vue comme un échec des politiques de développement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est inacceptable parce que c'est des solutions simplistes et dangereuses également pour l'Afrique. D'où vient cette théorie de la limitation des naissances? Mais c'est une très bonne question parce que vous savez que les économistes occidentaux ont tellement réfléchi sur les questionnements, sur les problématiques, ont tellement fait des propositions à l'humanité qu'aujourd'hui, il est bon de savoir d'où vient cette thèse. Cette thèse, elle vient d'un économiste qui s'appelait Malthus. Vous savez, Malthus, à l'époque, avait penser que en limitant les naissances, on allait améliorer le sort des pauvres. Voilà un peu en résumé sa théorie. Mais moi, je me dis que ces économistes occidentaux, ce ne sont pas
des gens qui ont une parole qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est pourquoi je me disais qu'il fallait réfléchir également pour voir si cette théorie est toujours, on peut toujours la maintenir. En gros, voilà ce qu'il disait, le Malthus. Il disait qu'il y a une progression géométrique de la population et pendant ce temps-là, effectivement, au niveau, j'allais dire, des biens, des ressources, il y a une progression arithmétique. Et il disait que sur cette base-là, la paupérisation ne pouvait qu'augmenter. Donc ça, c'était sa première théorie. Alors, moi, cette théorie-là, je l'ai battue en brèche. Pourquoi? Alors, pour la simple raison qu'à l'époque, parce qu'il faut rappeler que Malthus était du XVIIIe siècle, il y a de cela 200 ans, mais on ne pouvait pas avoir les éléments scientifiques pour déterminer qu'est-ce qui était géométrique, qu'est-ce qui était arithmétique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, contrairement au XVIIIe siècle, maintenant, nous avons, nous, des ressorts de productivité. Vous savez, nous avons la révolution industrielle qui est passée par là. Nous avons également une certaine productivité agricole. Et en même temps, nous avons également des économies qui peuvent aujourd'hui se baser sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC comme on les appelle, qui sont de formidables déclencheurs de richesse. Alors qu'à l'époque de Malthus, il n'y avait que pratiquement le domaine agricole. Donc, je pense que sa théorie ne peut plus aujourd'hui se maintenir au XXIe siècle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que lui, il pense que la démographie est une contrainte. Moi, je dis que ce n'est pas une contrainte, pour deux raisons. D'abord parce que la démographie, c'est ça qui fait les consommateurs. Si vous fabriquez votre produit et vous n'avez pas des clients pour consommer, ce n'est pas une bonne chose. Et deuxièmement, cette démographie est également ce que j'appellerais également, en termes d'offres, une source pour permettre d'avoir les ouvriers les plus qualifiés. Donc en termes d'offres, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça permet de trouver ceux qui vont produire en quantité et en qualité. Alors, l'autre chose, c'est que je pense que le Malthus également a eu tort, à mon humble avis, d'avoir toujours pensé qu'il faut culpabiliser les pauvres à qui il faut enlever toute aide, parce que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire où des considérations de solidarité, mais également d'entraide, deviennent de plus en plus importantes, et où également le religieux reprend sa place justement dans les phénomènes mondiaux. D'ailleurs, la crise du Covid-19, moi je ne dirais pas de la Covid parce que je pense que ce n'est pas à eux de nous dire comment on va appeler les sémantiques. Et vous savez que Covid, moi je pense que ça sort beaucoup mieux en parlant du Covid qu'en parlant de la Covid. Alors, à cette occasion, on a vu qu'il y a une grande solidarité planétaire, d'abord nationale dans les différents pays, mais également au niveau international. Deuxièmement, les récents problèmes qu'il y a eu aux États-Unis, et d'ailleurs avec tous les reflets positifs que cela dans les autres pays asiatiques, océaniques, européens, etc., cela montre également que le racisme ne peut plus passer, qu'il y a une certaine solidarité. Dans un tel contexte, vouloir simplement dire que par exemple, des pauvres ne peuvent plus être aidés, je pense que ce n'est pas une très bonne chose dans un contexte où aujourd'hui les religions reprennent place dans les différents problèmes mondiaux. D'ailleurs, madame, saviez-vous qu'un livre saint, le Coran, disait déjà dans une de ses sourates, ne tuez pas vos enfants de crainte de la pauvreté. Alors, c'est nous qui les nourrissons, tout comme vous. Les tuer est vraiment un énorme péché. C'est déjà dans le livre saint, ça. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, il faudrait savoir
battre en brèche l'ensemble de ces théories qui n'ont pas aujourd'hui besoin de prospérer parce que nous sommes dans un autre contexte, et puis maintenant essayer vraiment de les dépoussiérer, de trouver d'autres solutions pour que le monde puisse vraiment profiter de l'ensemble de ces possibilités au plan économique, mais également au plan démographique. Cette théorie est-elle expérimentée dans la pratique en étudiant la trajectoire de certains pays? Alors, c'est une bonne question parce que, vous savez, lorsque Malthus l'a dit au XVIIIe siècle, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que cette théorie-là a fait long feu? Mais d'abord, vous me permettrez juste de rappeler que la France, d'abord l'Afrique, prenons le cas de l'Afrique. Il est vrai quand même que la progression démographique en Afrique, elle est plus rapide que dans les autres pays. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, avec 1,2 milliard de personnes, d'après les statistiques, va certainement aller à 4 milliards de personnes, 4 milliards d'eux-mêmes, d'après les statistiques des Nations Unies, à l'horizon 2100. Alors, c'est l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Donc la progression, elle est rapide. Mais ce n'est pas un prétexte pour que les autres viennent nous dire ce que nous devons faire. Parce que nous avons également, nous, nos considérations religieuses, nos considérations culturelles. Ça, c'est le premier élément. Alors, par rapport à votre question, mais je vous dirais simplement que aujourd'hui, la Chine, avec 1,3 milliard de personnes, fait partie des plus grandes puissances dans le monde. Je vous dirais également que parmi les 10 pays les plus peuplés au monde, presque tous sont des pays ou développés ou en émergence. Je vous donnerai la Chine, je vous citerai également les États-Unis, je vous citerai le Brésil, je vous citerai l'Indonésie, je vous citerai l'Inde également, je peux vous citer également le Japon ou même le Nigeria qui est à côté de nous. Donc tout ça, voilà des pays, pour n'en citer que cela, qui sont très forts démographiquement et qui sont des locomotives dans leur zone. Donc ça, c'est le premier démenti pour moi déjà par rapport à Malthus. Le deuxième, c'est que lorsque vous voyez la France en 1997, chère madame, vous savez que la France, pendant que le chômage était en régression constante, en ce moment-là, le boom démographique était là. Donc il y a donc cette contradiction-là également, quelque part, ne donne pas raison à l'économiste Malthus. Alors, il y a un troisième élément, c'est que lorsque vous allez voir entre 1997 et 2015 aux États-Unis et au Japon, alors la création d'emplois était tellement importante, c'était les deux pays qui créaient le plus d'emplois. Mais pourtant, la progression démographique également était assez élevée. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut relativiser ces théories qu'on veut nous faire approprier pour que nous puissions vraiment les mettre à plat, voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, de manière à opérer toutes les corrections qu'il faille opérer pour que nous puissions emprunter vraiment le bon chemin, le chemin du développement. Contrairement à certains dirigeants occidentaux, quels facteurs pensez-vous être à l'origine des populations africaines? Alors, je pense que déjà, d'abord pour moi, pour ma part, je pense que ce n'est pas le facteur démographique qui est à l'origine de tous nos problèmes, à l'origine de notre pauvreté, à l'origine de nos problèmes, malheureusement, qui aujourd'hui ont tendance à durer. Moi, je pense que le premier élément qu'il faut voir, c'est nos taux de croissance qui ne reflètent pas la réalité en Afrique. C'est des taux de croissance qui sont relativement élevés, alors on s'en glorifie à chaque fois, mais force est de constater que les moteurs qui portent cette croissance-là ne sont pas des moteurs solides. D'ailleurs, le Covid-19 le montre
Et le comment, il a fallu qu'il y ait cette crise sanitaire pour que finalement, malheureusement, qu'on puisse voir les failles de nos économies. Il aurait fallu qu'il y ait une sécheresse également pour qu'on puisse voir les failles de nos économies. Tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes de la qualité de la dépense publique dans nos pays, les problèmes de politique économique qui doivent se baser sur du réel, le problème de nos statistiques qui souvent ne reflètent pas malheureusement la réalité économique dans nos pays. Alors tant qu'on n'aura pas regardé l'ensemble de ces aspects, le gaspillage par exemple de ressources publiques, je pense que les problèmes de l'homme qu'il faut à la place. Et les problèmes de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous avez parfaitement raison. Donc les problèmes de choix de ceux-là qui nous dirigent, moi je pense qu'il y aura toujours ces problèmes, y compris la corruption, parce que la dernière fois je vous disais que chaque année, près de 50 milliards de dollars quittaient l'Afrique illégalement et illégitimement pour aller vers les paradis fiscaux. Donc ça c'est le premier élément que je vois, l'élément politique, économique qui ne sont pas vraiment très bien en adéquation avec nos besoins de développement. Le deuxième facteur que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'efficience dans nos allocations budgétaires. Parce qu'aujourd'hui, le Covid-19 l'a montré, lorsque les États décident de mobiliser des ressources, ces ressources ne sont pas distribuées de manière efficiente en tenant compte des réels besoins. Et c'est ça qui se passe aussi dans nos budgets. Je pense que des budgets auraient pu d'abord être consacrés aux plus pauvres pour les aider effectivement à se redresser, mais également au secteur privé, qui est un secteur important. Le troisième élément que je vois par rapport à votre question, c'est que nous avons un secteur informel qui représente pratiquement plus de 50% de notre PIB dans beaucoup de pays, mais qu'on n'aide pas, qu'on n'appuie pas, qu'on ne structure pas. Or, tant qu'on ne l'aura pas fait, vu que c'est un secteur qui est très pourvoyeur d'emplois, donc là, je crois qu'on aura toujours les problèmes de sous-emploi que nous avons aujourd'hui dans nos pays. Alors, j'ajoute enfin à cela que, à mon humble avis, il faut revoir nos politiques de décentralisation. Voyez-vous, ma chère madame, on ne peut pas tout concentrer dans les capitales, même dans les périphéries des capitales. Il faut être courageux, trouver d'autres centres économiques qui soient un peu loin de la capitale pour canaliser les populations vers ces centres-là, pour que ces populations n'aient plus à venir dans les villes. Je crois que si on le fait, ce serait une très bonne chose, sans compter enfin les problèmes d'éducation, de formation, les problèmes, on en a parlé la dernière fois sur la formation, mais sur l'éducation et la formation, qui sont vraiment des éléments structurels très importants pour ancrer définitivement nos pays dans une spirale de développement qui soit très solide, qui puisse nous permettre d'aller très loin, vraiment dans la croissance, dans le développement durable, mais également dans une lutte efficace contre la pauvreté. Monsieur Gueye, vos réponses ont été très pertinentes. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur la chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Ne quittez pas, parce que votre version en Wolof arrive. Au revoir.